Laurent, Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arekpa, amis téléspectateurs et amis Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. La grosse actualité de ce matin, le démarrage du CEP, session de juin 2023, Laurent, Roland, Tony Kess, les enfants qui démarrent donc la composition ce jour. Oui, les enfants qui ont démarré les compositions ce matin, je crois que contrairement aux années antérieures, il n'y a pas eu pluie encore ce matin. Oui. Peut-être qu'il y a plu dans d'autres communes, mais en tout cas dans la commune d'Amoukawi, il n'y a pas eu encore de pluie. Donc c'est déjà une bonne nouvelle que les enfants aient commencé sans être mouillés. Et donc on va leur souhaiter bonne chance. Et bien évidemment, demander aux parents de ne pas oublier de préparer chaque jour les enfants pour le nécessaire et s'assurer qu'ils ont tout à leur disposition avant d'aller dans les centres. Et puis aussi appeler les surveillants de salle ou bien les chefs centres et autres qui ne nous suivent pas, peut-être certainement vont nous suivre dans la soirée, de bien vouloir être assez, je sais pas, hein, assez doux, assez calme avec les apprenants, parce qu'il ne faut pas que les gens viennent déverser leur mauvaise humeur de la veille sur les enfants qui n'en ont rien à foutre, bien évidemment. Donc, oui, sur la question. Donc, souhaiter bonne chance aux enfants, hein, et que Dieu les accompagne, Dieu les assiste et les protège durant ces 4 jours de composition, parce que c'est du 5 au 8, et donc ça finira le jeudi par les épreuves sportives. Il s'agit donc, comme vous le disiez si bien, d'œuvrer à ce que les enfants composent dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Voilà, éviter le plus possible de les stresser. C'est très important. D'ailleurs, on a proposé une émission à la matière la semaine écoulée, le jeudi passé. Je crois que les parents suivent. On travaillera à pourquoi pas la mettre en replay. Justement pour le BPC et le bac également. On verra d'ici le jeudi prochain comment donc vous mettre cette émission, pourquoi pas, en nouvelle diffusion. Laurent Roland, Tony Kess, autre fait d'actualité. Alors ça, c'est depuis le début de la semaine écoulée, si je ne m'abuse. Le quotidien Dynamisme Info en parle ce matin. Suppression des subventions sur le carburant au Nigeria. Toute solution, selon le quotidien, donc, autre que la négociation, fera davantage souffrir. Mais est-ce que, moi je me pose la question, à lire ce titre de Dynamisme Info ce matin, je me pose la question de savoir si le gouvernement a intérêt à aller négocier. Parce que n'oubliez pas que depuis 2016 la politique du gouvernement en place, c'est de faire en sorte que les gens se retournent, aillent dans les stations, pour s'approvisionner en produits pétroliers. Et donc, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont contraints peut-être peu ou prou de négocier ou bien de composer avec les grands importateurs d'essence frelatée, de contrebande, que peut-être qu'ils sont obligés de se taire. Parce que je le dis, hein, dans certaines communes, les barons de l'essence de contrebande sont en politique et sont membres de certaines formations politiques, que je ne vais pas citer peut-être. Et donc, il y a peut-être, je dirais, cette épine ou bien cette os dans la gorge des gouvernants actuels, quand bien même ils font la politique de l'ouverture de stations, en tout cas de la création, de l'implantation de stations sur le plan national. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, et malheureusement, on finit par fermer. Et donc sur la question, j'estime fondamentalement que on doit pouvoir travailler à ce que les gens retournent à la station. C'est vrai que ce n'est pas aussi facile que ça, mais est-ce que le gouvernement va négocier? Je pense sincèrement que le gouvernement, ça fait une bonne affaire pour le gouvernement en place. Une bonne affaire pour le gouvernement en place selon vous, mais quand on sait que même au niveau de la station, le coût, sinon enfin le prix de l'essence n'est pas non plus réluisant. Mais aujourd'hui, le prix de la station comparé au prix de l'essence, en tout cas au bord des voies, est moins que quand nous achetons au bord des voies. Oui, mais la différence, c'est 25 50. Oui. Tout à fait clairement, c'est autour de 650, 675 à certains endroits. Et au bord de la voie, on est également dans cette fourchette. On est autour de 700, 675, 700. Non, mais je crois que oui. Donc, on a une hausse, il y a une hausse. Donc, oui, le problème c'est que... qui s'observe. Le problème c'est que quand vous regardez un peu, quand la demande est, en tout cas, je veux dire, la demande est forte, et que l'offre... quand la demande est forte, je veux parler d'une... La demande est supérieure à l'offre. À l'offre, voilà, je vous l'ai dit. C'est que
dans une certaine mesure, il y a une politique qui arrange. D'accord? Mais ici, il y a l'offre, il y a les services que les stations payent, l'électricité, un certain nombre de charges, mais les gens ne viennent pas acheter. Les gens viennent acheter à compte-gouttes. De ce point de vue, parfois, c'est difficile de réduire le coût. Mais plus la demande sera forte, plus le coût peut être revu à la baisse. En tout cas, je dis n'importe quoi. Mais j'estime qu'avec le pouvoir en place, normalement, on devait, si les gens commencent par aller dans les stations, on devait pouvoir mettre une politique en place pour permettre à ce que le coût le prix au niveau des stations soit revu à la baisse. Soit revu à la baisse. Donc, peut-être que le gouvernement justifie. C'est ce qui est souhaitable, justement. C'est ce qui est souhaitable. Le gouvernement peut justifier pour dire, mais vous avez une station au bord de la voie. Écoutez, tout un mois, à un moment donné, les gens ont le prix pour pouvoir charge. Je pense que c'est ça qui fait que les prix ont été élevés. Et donc, je crois que si les gens continuent, commencent par aller au niveau des stations, pardon, ça peut être vu à la baisse. Je dis ça peut. Ça peut, parce que vous savez que dans le milieu de l'économie, pour me rappeler de mes cours d'économie au collège, et même à l'université, vous savez, quand l'offre, justement, et quand il y a, enfin, beaucoup plus de demandes que d'offres, ben, cela n'arrange pas forcément. Non, à ce moment, les affaires des demandeurs. Non, oui, justement, à ce moment, le gouvernement doit pouvoir jouer son rôle et permettre à ce que, oui, tout le monde ait de facilité dans les stations. C'est même parce que les Béninois commenceront à aller régulièrement dans les stations maintenant qu'il faut profiter et augmenter le prix au niveau à la pompe, ce n'est pas bien. Donc, j'estime que, oui, cette mesure de Bola Tinubu qui vient d'arriver, cette décision arrange beaucoup plus l'affaire du gouvernement béninois et donc le gouvernement béninois n'a aucun intérêt d'ailleurs à aller négocier selon vous. Et le béninois ferait mieux de peut-être trouver la meilleure option de commencer par s'adapter à aller dans les stations plutôt que de penser que le gouvernement de Patrice Talon pourrait faire quelque chose de, en tout cas pour les arranger en contribuant. D'abord, c'est de contrebande. On ne peut pas continuer à ce que illégal continue. En tout cas, concurrencer la liste n'est pas possible. En tout cas, c'est vrai que ça va, beaucoup de familles seront en difficulté, mais je crois que l'ancien président Bouniaï demandait, ou bien je crois à son époque, demandait que les familles, les gens se mettent pour se formaliser, créer des stations. Mais ils ne l'ont pas fait. Et comme je le dis, il y a des gros bonnets de ce commerce entre griffes illicites et qui soutiennent le pouvoir en place. Je veux bien voir comment est-ce que le pouvoir va gérer ce dossier. Toujours est-il que cela pose beaucoup de problèmes. En tout cas, vous le disiez très rapidement, Laurent Roland-Antonin, beaucoup sont en chômage technique déjà, hein, parce qu'il n'y a qu'à circuler dans la ville pour se rendre compte qu'on a de moins en moins maintenant de points de vente donc, de cette essence de contrebande, vu donc, la hausse qu'a connue le prix. Et dans la même veine, en fait, il y a le quotidien de l'affiche du jour qui se pose cette question ce matin, hausse du prix de l'essence de contrebande vers une inflation sur le marché des biens et services au Bénin, parce que cela s'accompagne bien souvent, et on a pu le remarquer depuis la semaine écoulée, le coût de transport par exemple, qui a pris un coup, osons le dire, et il n'est pas impossible que cela ait des répercussions sur d'autres biens et services. Oui, si le monsieur a l'habitude de prendre le carburant à 400 francs et qu'il vous amène à Cotonou à 400 francs par passager, et que le carburant lui dit à 600, c'est le lot normal qui change. S'il avait l'habitude de vous montrer le maïs le kilo et qu'aujourd'hui le gasoil peut-être passe à 700, et il ne peut pas comprendre le kilo à 115 francs. Chacun travaille pour son profit et pour un bénéfice. On ne travaille pas pour s'appauvrir davantage. On ne travaille pas pour se ruiner, on travaille pour avoir un bénéfice. Encore que je ne le dirai jamais assez, nous sommes dans un système capitaliste. Et donc chacun recherchera à son niveau son profit, mais dans la limite du possible, pas pour exagérer. Les gens l'Union aussi doit pouvoir comprendre ceux qui fournissent des services en utilisant le carburant. Et comprendre que c'est difficile aussi pour ces personnes et s'adapter à la solution. Et c'est de ça que nous parlons d'habitude. Le pouvoir en place dira qu'il ne va pas subventionner, d'accord,
mais le salaire étant augmenté, en tout cas il y a quelques mois, on va se faire sur ça pour dire qu'il y a augmenté un salaire il y a quelques mois, et donc par conséquent, il pouvait supporter. Alors que le salaire qui avait été augmenté, c'était tenant compte des conditions, du contexte du moment. Du moment. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres réalités qui s'ajoutent. Je crois que, je voudrais peut-être préciser que oui, par exemple, dans le transport de balles de coton que vous voyez. Que vous connaissez vous, non, quand oui, c'est un milieu que vous maîtrisez un peu. Quand le coût du transport, le coût de la possibilité de transporter le coton, ont revu le coût du transport à la hausse. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Donc, chacun doit pouvoir comprendre à son niveau que le service, en tout cas, les intrants qui entrent dans le service fourni ont augmenté du prix, le prix a augmenté, et donc, par conséquent, le paiement du service aussi doit pouvoir être revu à la hausse dans une certaine mesure. Donc, chacun doit pouvoir comprendre cette situation. Cette crainte attachée à l'inflation, elle est justifiée. Elle est justifiée. Il y a pas... D'où l'urgence pour le gouvernement eh bien de répondre d'une manière ou d'une autre. Non, la meilleure option dans ce cas-ci, on a pu voir, je disais que le gouvernement a revu le coût à la hausse pour le transport des balles de coton, tenant compte du prix du gasoil. Mais le problème ici, c'est que beaucoup de personnes, les gens consomment beaucoup plus l'essence, en tout cas, pour le transport que le gasoil. Et donc, il va falloir peut-être que le gouvernement voit la possibilité de subventionner ce produit au niveau des stations pour encourager les Béninois à aller davantage dans les stations. Et là, ça va permettre, en tout cas, ça va contribuer à baisser cette dépendance vis-à-vis de l'essence de contrebande. Justement. Et là, ça pourrait faire les affaires, continuer à faire les affaires du gouvernement en place, subventionner, mais en retour, beaucoup de Béninois iront dans les stations. Plus la demande des stations, plus les taxes vont augmenter et la croissance du pays. Croissance économique du pays. Roland Touninquès, l'économiste, ce matin. On va poursuivre, Laurent Roland Touninquès. Mais carburant toujours. Absence du Bénin à l'inauguration de la raffinerie de Dangote, une anomalie à ne pas justifier selon Dynamisme Info. Bon, moi je... Le porte-parole du gouvernement a tenu des propos allant dans le sens de la justification. Enfin, vous avez suivi. Moi, je sais que quand on veut répondre à tout, parfois on fait des erreurs. Et les erreurs en communication sont beaucoup plus suicidaires parfois, à la limite. Quand j'entends que je n'ai pas suivi cette partie du porte-parole, mais j'ai pu lire quelque part que le porte-parole aurait dit que le Bénin veut avoir sa propre raffinerie. Oui. Et je crois qu'on ne communique pas, on ne dit pas tout quand on communique. Parce que de quelle raffinerie avons-nous besoin au Bénin? De quel pétrole voulons-nous raffiner au Bénin? Le pétrole de Sémin. C'est le pétrole donc, que les gens ont mis dans une bouteille de sérum, qu'ils ont montré à Boniaï, et qu'après ils ont laissé Boniaï à gauche pour se retrouver à droite avec Patrice Talon pour être à l'Assemblée nationale encore. Est-ce que c'est de ce pétrole? Se retrouver Piti à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que c'est ce pétrole-là qu'on veut raffiner? Non, parlons sérieux, parlons sincèrement. Je crois que le porte-parole ferait mieux de faire très attention à vouloir répondre à tout. Moi, je pense que l'effort d'esquiver certaines questions. Parce que nous sommes dans une situation et il ne faudrait pas que des uns des autres amènent des bras de fer entre le pouvoir béninois, le pouvoir nigérien et même certains opérateurs économiques nigériens. Qu'on ne le veuille pas, nous sommes un pays avec le Nigeria de profiter des opportunités d'affaires avec le Nigeria, faire en sorte que les Béninois profitent des opportunités d'affaires du produit Bénin, que nous-mêmes nous puissions avoir la facilité à aller nous approvisionner au Nigeria. Donc, l'un dans l'autre, j'estime que l'annonce du Bénin à l'inauguration de la raffinerie du Dangote est une erreur. Quels qu'en soient les différents qui nous auraient opposés à Dangote, au Boari, bien évidemment, il fallait peut-être trouver les moyens de contourner ça. Toujours est-il que les Nigériens protègent leurs hommes d'affaires. Et donc, à ce niveau, faites très, très attention avec les mots qu'on veut utiliser à l'endroit de Dangote et à l'endroit du pouvoir nigérien. Parce qu'on va penser que oui, en attaquant Dangote, on peut se faire ami avec Bola Tinubu. C'est tout faux. C'est tout faux. Encore que les deux, sauf erreur de ma part, sont Yoruba. Ils se comprendront, qu'on ne le veuille pas, dans une certaine mesure.
et alors que le Nigeria travaille toujours à les protéger, les hommes d'affaires du Nigeria, ça ne ferait pas une bonne affaire. On a pu voir, quand on a fermé la frontière ici, des gens ont défendu pour dire oui, on est État souverain. Mais les gens qui sont au niveau des frontières, n'oubliez pas que c'est des gens qui font des activités. N'oubliez pas que des gens profitent du Nigeria, sérieusement. Absolument. Et donc, quand on a fermé cette frontière, ceux qui étaient à Cotonou, peut-être à qui avaient juste leur smartphone en main ou bien ordinateur pour défendre le gouvernement, il ne suffit pas de moi, j'ai un enfant qui avait une frontière à Sémékraké. Mais je sais ce que les Béninois gagnent au niveau de cette frontière. C'est vrai qu'on nous dira que les Nigériens aussi gagnent. Mais attention, allez voir comment est-ce que ça tourne l'économie à ce niveau. Donc, quand on ferme une frontière ou bien qu'on coupe les activités avec le Bénin, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Au Nigeria, c'est plus de 200 millions de consommateurs. Qu'on ne le veuille pas, quand vous commencez par vendre juste un petit pied à terre dans les rues de Lagos ou de Abuja ou bien à Ibadan, je sais quoi, vous faites de l'argent. Par contre, au Bénin, ce n'est pas la même réalité. Donc, je crois qu'il faut faire très attention avec les mots. Très, très attention avec les mots pour ne pas créer d'autres incidents qui seraient préjudiciables pour l'économie béninoise. Alors, à la une du quotidien Les 4 vérités, Laurent Roland, Anthony Nkes, autre fait d'actualité, réunion du bureau politique du bloc républicain ce samedi 3 juin 2023. Le BR prend un nouvel envol. ABT devient le président du parti. J'ai pu lire à la une de Info Matin quel avenir politique pour Gbadamassi, oui, Rachid Gbadamassi. J'allais venir. Commençons déjà par, les 4 vérités. Oui. Quelle lecture faire justement? Les membres du bloc républicain ont décidé de confirmer Abdoulaye Biachane. Bon, peu ou prou, malgré ce que certains lui reprochent, pour autant, on ne va pas soutenir pour autant Gbadamassi dans ce qu'il a pu dénoncer ou bien en envoyant une lettre ouverte au secrétaire exécutif ou bien secrétaire général national du oui, général national, SGN. Voilà. Et qui est président du... Ça va contribuer à régler les choses, ou bien au fond, c'est peut-être, je dirais, comment vous appelez, un enjoliveur. Un enjoliveur pour le contenter, sachant que les problèmes sont là à couver, ou bien aussi sachant que en le faisant, c'est qu'on sait que le BR continue d'être fragile sous Biachane et on a intérêt peut-être à le maintenir là pour que peut-être d'autres personnes décident de quitter le bloc pour aller vers l'Union progressiste ou que sais-je. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de réflexions qu'on peut mener en la matière. Parce que moi, je continue de le dire, hein, c'est moi. Biachane, je ne le vois pas continuer à diriger cette fonction politique. Parce que je l'ai toujours dit, je ne le vois pas politique, je le vois technocrate. Et le fait qu'il ne soit pas politiquement politique, hein, a toujours joué des styles de tout contre lui. Et donc, aujourd'hui, sachant que UPR et BR, au-delà du secrétaire général national qui était ils ont des deux présidents désormais. Des deux présidents désormais, au-delà des deux présidents, qui a le super président quelque part. Et que ce super président, peut-être a tout intérêt à ce que Biachane continue d'être là, continue à être, en tout cas, soit maintenu à ce poste. Et ça, tout dépend de la vision pour 2026. Tout dépend du plan. Et ne soyez peut-être pas surpris que d'autres personnes, des gens qui ne se sentent pas pour autant à l'aise avec Biachane dans les prochaines semaines. Cette formation, c'est ça? Quitte cette formation. C'est vrai qu'ils ont été ingénieux en élargissant le bureau exécutif national, en élargissant le bureau politique. C'est une manière de contenter les fondeurs dans une certaine mesure. Est-ce que cela contribuerait à calmer les fondeurs qui étaient dans l'ombre, qui estimaient qu'ils ont aussi leur place, leur mot à dire au bureau exécutif national ou bien au bureau politique? Wait and see. Wait and see. En tout cas, donc, Info Matin, ainsi que vous y faisiez allusion tout à l'heure, Laurent Roland, Anthony Nkes, titre ce matin, Abdoulaye Biachane, désormais président du bloc républicain, quel avenir politique pour Rachidi Gbadamassi? Non, mais Gbadamassi qui certainement, je crois qu'au cours de cette réunion, en tout cas, doit certainement rentrer et retourner chez lui la queue entre les jambes. Parce qu'on a pu voir, c'est lui qui a créé la polémique. Et aujourd'hui, et c'est pourquoi il dit qu'en dehors des présidents, il y a certainement un super président quelque part qui
qui donne la conduite à tenir. Et donc, Badamasi étant un animal politique redoutable à craindre, et aujourd'hui qu'il est affaibli politiquement, il faut continuer à le maintenir affaibli, ou autrement lui trouver un poste de sortie de la scène politique pour qu'il aille gérer ses affaires loin du Bénin, pour ne pas être une épine dans le talon des gens. C'est vrai qu'une certaine rumeur l'a annoncé comme ayant été choisi pour faire partie du Conseil de l'Entente. Non, je pense pas de lui. C'est un autre Badamasi. Non, oui, quelque part, il a des ambitions hors du Bénin. Est-ce que, tel qu'on a fait à, comment vous appelez, qu'on a fait à, comment vous appelez l'autre là, au Kunlola, tel qu'on l'a fait à Chida, le président lui fera aussi la même chose. Mais toujours est-il que aujourd'hui, il n'a plus un pouvoir qui pourrait dire en faisant preuve de chantage et en mettant la pression sur les différents gouvernements successifs pour avoir ce qu'il veut. Et donc aujourd'hui, le contenter, c'est peut-être l'envoyer un peu loin pour qu'il ne soit pas, pour qu'il ne soit pas un élément gênant. Dans un pays de la sous-région. Qu'il ne soit pas un élément gênant dans l'ambition de 2026. Est-ce que, demeurer au sein de cette formation politique ou en sortir finalement? Parce que quand on a mené ce combat et que par finir, le secrétaire général national dont on ne voulait plus devient président, donc voit son pouvoir renforcé. Est-ce qu'on se sent encore à l'aise dans cette formation politique? Badamasi ferait mieux de continuer à rester au bloc républicain. Ou autrement, qu'il aille dans l'opposition, qu'on sache que, clairement, parce que s'il va à l'Union progressiste, les gens ne lui auront jamais confiance. D'ailleurs, ils n'ont pas confiance. Et d'ailleurs, là-bas, c'est très. Donc, il ferait mieux de se dessiner, de se calmer, aller voir peut-être à Biotchani. Parce que Biotchani est confirmé à la chance de statut de secrétaire. Même si pas, au moins, il ferait mieux d'aller faire la paix avec Biotchani et de continuer à bénéficier, en tout cas, des grâces de ce parti et espérer être positionné pour en 2026. Si c'est la volonté du président. En tout cas, dynamisme vient ce matin de pouvoir de Biotchani, les ambitions ou bien rangées pour continuons avec le dynamisme info. Laurent Roland Antonin, qui est chiffre national, l'animal politique à battre. Non, je vais bien rire ce matin en lisant une mise de quel animal politique parlons-nous? Et si on parle d'animal politique, je parle en un. Je me pose la question que ne fait peur qu'à lui-même politiquement. Si dans sa propre localité, personne, si depuis une c'est quelqu'un qui a raté la chance de faire politique à craindre. Il y a eu des anticipants. En 2020, c'était une occasion en or pour lui de se faire respecter, d'avoir en fait une couverture politique, est-ce que couverture, j'allais dire, une notoriété politique. Il a raté. Vous pensez que quand on est chef de file de l'opposition, on n'a pas de la notoriété politique? Moi, je pense sincèrement que, au fond, le premier chef de file de l'opposition de l'histoire politique du Bénin. Si on me demandait de revoir la loi, officiellement. Si on me demandait de revoir la loi sur le chef de file de l'opposition, je demanderais clairement qu'on change une disposition. Le président du parti, qui ne se fait pas élire dans sa localité, même si le président du parti ne sera pas chef de file de l'opposition, le parti désignera quelqu'un d'autre qui a réussi à s'imposer dans sa localité. Parce que les autres ont fait un travail sur lequel il a été nommé par décret. Si les gars du Nord n'avaient pas d'élus au plan national, n'avaient pas réussi à travailler pour qu'ils aient les 10%, est-ce qu'il pourrait être nommé chef de file de l'opposition? Posons-nous les vraies questions. Donc, au fond, oui, 2020, d'accord,
Mais 2021, présidentiel, il a pu avoir les parrainages avec Djemba. Qu'ont-ils pu faire? Quel a été le score? 2023, élections législatives. Ils ont eu la chance d'aller aux élections. Ils ont eu les subventions pendant 2 ans. Ils sont allés aux élections législatives. Qu'ont-ils pu faire aujourd'hui? Bien au contraire, le parti s'éteint de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine. Et d'année en année, le parti s'éteint. Et s'ils ne font pas attention, c'est que d'ici 2026, le parti s'éteindra pour toujours. Et c'est de ça que je parle pour dire, en fait, Paul Roupé a eu des chances, des opportunités pour se faire un nom et être un animal politique, mais il a raté ces chances-là en restant là, parce que l'ombre de lui-même à vouloir peut-être répondre à des gens qui ont peut-être le courage de le critiquer parfois à la limite, et il estime que, bon, oui, on est contre lui, personne n'est contre lui. Quand Dieu vous fait grâce, profitez de la grâce, là, et faites tout, grandissez vous-même. Mais Dieu lui a fait grâce, il n'a pas voulu grandir. Et donc aujourd'hui, il dit qu'il est un animal politique à battre. J'en ris, je dis, mais de quoi parlons-nous? De qui parlons-nous? Paul Roupé n'est pas un animal politique. Il n'en est pas un. Selon vous, en tout cas, il n'est pas encore... Avant donc qu'on ne puisse chercher à l'abattre. Oui, donc, c'est ça. Oui, il n'est pas un animal. Il faut qu'il soit l'animal d'abord, véritablement, pour qu'on cherche à l'abattre. Le monsieur n'est pas un animal politique. D'accord. Quand on parle d'animal politique, c'est quelqu'un qui s'impose à tous égards dans un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paul Roupé aurait mieux fait de battre les démocrates, c'est-à-dire avoir un bon résultat pour continuer. Vous savez, en loi et pouvoir, il y a un pas. Ah oui, vouloir pouvoir un pas. On a beau vouloir. Mais écoutez, regardez. Le pouvoir. Paul Roupé a eu des financements 2 fois déjà, avant l'élection de 2023, d'accord? Les démocrates n'avaient pas Il en a eu encore. Oui, voilà. Il en a eu oui, il y a quelques jours. Voilà, les démocrates n'avaient pas eu de financement. Oui. On dira que oui, il y a Boni Yahi, l'ancien président, qui a mis les moyens, d'accord, mais lui, il avait reçu le financement. Les autres n'avaient pas reçu le financement. Vous savez, on a pu voir comment ils sont battus. Vous appelez le monsieur Divor de Akpakpa, Patrick Divor et un certain nombre de personnes qui ont mis la main à la poche. C'est que ce parti avait des difficultés à les élections. Mais lui, qu'en a-t-il fait? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est autant de choses. Donc, je pense qu'il n'est pas un animal à battre. On fait bien de lui rappeler qu'il a davantage à mieux s'investir sur le terrain politique pour continuer à exister. Autrement, d'ici 2026, il va disparaître. D'accord. Et d'ailleurs, même avec ça, après ça, personne ne lui fait la confiance. Et opposants au mouvancier, eux tous vont le rejeter. Parce qu'à un moment donné, il a peut-être du service à certaines personnes pour qu'on valide certaines élections. Les autres continuent de le traiter de trahison. Donc, qui va lui faire confiance? C'est à lui de s'imposer. Voici en tout cas ceux qui ne veulent pas du tout disparaître. Laurent Roland-Tonnerre, vous faisiez allusion à eux tout à l'heure. Le Parti des démocrates qui continue donc de fustiger le mode de désignation, selon la procédure de désignation des membres de la prochaine Cour constitutionnelle. Prochaine mandature donc de la Cour, selon Guy Mitokwe, la nomination des sages ne doit pas être confondue à celle des chargés de mission de Vlavonou. Il faut préciser que selon les informations, la Cour sera installée demain. D'avance, peut-être on te fait de penser que en tant que journaliste, je ne devais pas le dire. Mais moi, je dis, il faut qu'on se dise la vérité. Quel coup est-ce que les démocrates veulent saisir? Parce que l'autre coup est en train de partir. La 6e, la 7e va s'installer demain. Sera installée demain. Et vous voyez les sages, les 7 sages, en tout cas ceux qui seront sages à partir de demain. Les 7 nouveaux. Parce qu'en État, beaucoup parmi eux n'ont pas encore acquis, en tout cas, la maturité nécessaire pour qu'on les appelle sages. Mais une fois dans une fois dans la robe de la Cour, on pourrait les appeler sages. Ils feront mieux. Ils feraient mieux une fois installés d'avoir le comportement de sagesse pour qu'on les appelle sages. Autrement, on sera là pour opiner. Mais c'est-à-dire que je dis, les démocrates vont saisir la cour de ces personnes installées demain et qui va rendre une décision défavorable pour remettre en cause son poste. Je crois que c'est une peine perdue. À moins qu'il y ait d'autres juridictions qu'on peut saisir, peut-être que les démocrates saisiraient la Cour, la CEDEAO, l'Union africaine ou bien la Cour africaine des droits des peuples, je ne sais pas, des droits des peuples. Je ne sais, je dis n'importe quoi. Mais toujours est-il qu'en État, si c'est au Bénin qu'il faut saisir quelqu'un ou quelque chose, c'est peine perdue. Il ferait mieux peut-être d'orienter leur combat ailleurs, de chercher à trouver des moyens pour continuer à limiter les velléités ou bien les assauts du pouvoir en place. C'est la meilleure option. Tout débat serait débat vain et stérile. Ça n'apportera rien. Malheureusement. Malheureusement.
Info matin, Laurent Roland Toninquès pour une autre triste carnet noir. Abomey Cadavi, le premier maire de l'histoire de la décentralisation, j'y arrive, il y a midi de travaux, a tiré sa révérence. Oui, avant de peut-être parler de l'IAMI du de travaux, j'ai toute la semaine dernière voulu le faire et chaque fois ça m'échappait. Je voudrais rendre hommage aux deux confrères, à notre confrère, à la consoeur, Marlène Zomaron et puis Ludovic Ayedegay, qui malheureusement sont passés de vie à trépas. Dit nos condoléances à leurs familles respectives, à leurs collègues, à la presse béninoise. Et rappelez que c'est assez difficile de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout les jeunes, meurent de façon bizarre, de façon subite. Ça inquiète, et notamment pour la consoeur qui est passée via trépas après un accouchement. C'est tellement mal fait. C'est assez triste. Et beaucoup de courage à sa famille et que peut-être les gens puissent vraiment s'occuper de l'enfant qu'elle a laissé. Ceci étant, condoléances au conseil communal d'Abomey-Cadavi, parce qu'il y a mis une de travaux, c'est quand même le premier maire de la commune d'Abomey-Cadavi qui a montré le chemin aux autres, même si lui-même, malheureusement... Ça dépend de ce qu'on n'entend pas chemin, parce qu'il a montré beaucoup de chemin quand même. Oui, même si par la suite, lui-même s'est retrouvé encore en prison. A été rattrapé, voilà. A été rattrapé, il s'est retrouvé en prison pour affaire domaniale. Malheureusement, c'est une situation aussi malheureuse qu'il a pu connaître et j'ai pu voir qu'il était beaucoup affaibli à cause de cette situation. Il a perdu un peu de sa vigueur, puisque après cette situation malheureuse qui l'a conduit en prison, comme vous le voyez, il n'est plus peut-être exactement la même personne qu'on connaissait. Aussi vif, aussi vif et aussi taquin qu'on connaissait. Paix à son âme, et c'est ce que je dis, vanité des vanités, tout est vanité. Il a géré, il a fait ce qu'il peut, et au-delà du tout. C'est en cela que parfois je dis aux gens de faire attention. Et malheureusement, c'est un musulman. Il est décédé hier, aujourd'hui déjà il sera inhumé. Donc les gens n'ont qu'à pouvoir parfois se souvenir de ça et se dire, oui, nous faisons tout, nous nous comportons comme nous voulons. Après, nous connaissons les déboires et puis après, nous mourrons et nous laissons tout encore derrière nous. Parce qu'on n'a rien à mener. Paix à son âme, courage à sa famille. Je dirais condoléances aussi à notre confrère, Matt Goudianou, qui est son neveu direct. Et condoléances à la population Ouedo qui l'a connu, qui l'a adopté. C'est l'une des pièces maîtresses de la politique à Ouedo, assez respectée. Voilà. On va finir sur une note plus gaie cette fois, Laurent Roland Toninquès, direction le campus d'Abomey-Cadavi, compétition donc à l'UAC. Christophe Tchelani, meilleur délayeur de Gary 2023, il boit 1 kg de Gary en moins de 2 minutes. Comme je disais tout à l'heure, j'en connais ce plateau qui ferait certainement mieux. Pourquoi n'y avez-vous pas pris par Laurent Roland Toninquès? Je délaie du Gary, oui, mais pas autant. Parfois. Je prends un peu de Gary après, sans même sucre parfois, demander. C'est pas si je prends du Gary dans un bol, c'est avec un morceau ou 2 morceaux de sucre et puis j'ai fini. Je ne suis pas délayeur professionnel. Et puis parfois, je suis un peu gêné, excusez beaucoup, mais pour mon avis sur la question, c'est un truc que j'aime pas du tout entendre parler de cette affaire compétition de Gary. Je dis, mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à l'épanouissement des étudiants? On dira, oui, ils se sont amusés, oui, d'accord, mais celui qui a pris le Gary, il y gagne quoi? Oui, il y a forcément des lois à gagner. C'est une compétition, donc Donc au terme de compétition, il y a forcément un gain. Il y a mieux à faire. Passons à autre chose. Les étudiants s'amusent et vous savez que le Gary fait partie du patrimoine. Fait partie du patrimoine. Oui. C'est-à-dire peut-être que ce qui a de la valeur hier peut-être n'a plus de la valeur aujourd'hui. J'estime. D'accord. Laurent Roland Toninquès, jaloux ce matin en fait. Je ne suis pas jaloux. De n'avoir pas pu prendre part à cette compétition. Ou peut-être de s'être fait ravir la vedette. Par Christophe Tchelani, meilleur délayeur donc, de Gary 2023. Il boit 1 kg de Gary en moins de 2 minutes. C'est bon, félicitations à lui. On fera peut-être enfin la même compétition ici sur Matin d'Éden avec toute l'équipe. On verra avec le réalisateur, enfin
Oui, les réalisateurs, puisqu'ils sont deux, avec Alain, avec Didier et tout ça, et on verra Maurice, on verra qui sera le meilleur. Essayez de voir vos adversaires sur la question. Moi, je n'en suis pas un et ça ne m'intéresse pas. C'était les analyses et commentaires.